Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 11 mars. Je viens de terminer ma vidéo de février et je me suis dit, bim, Manon, tu embrayes sur ta vidéo de mars. Donc si j'ai le même haut que ma précédente vidéo, c'est tout à fait normal, puisqu'on est le même jour. Bref, on va parler de quoi dans cette vidéo? Et bien comme d'habitude, je vais commencer par vous montrer ma pioche à lire du mois, je vais vous montrer un petit peu mes réceptions et puis je vais essayer de vous parler de mes lectures au fur et à mesure du mois. Maintenant que le rythme a un petit peu diminué par rapport au mois dernier, je vais essayer de reprendre cette habitude de vous parler de mes lectures au fur et à mesure et je me dis pourquoi pas parfois vous prendre aussi quand je suis au travail sur ma pause du midi. C'est vrai que j'ai toujours à cœur entre guillemets d'être bien installée dans mon canapé, que vous ayez toujours un peu le même arrière-plan. Bon, je me dis finalement pour vous ça change pas trop si je vous prends enfin si je prends le téléphone au travail, oui l'arrière-plan sera peut-être un peu moins sympa, mais pour autant vous aurez les infos du coup en temps et en heure. Donc à méditer. Je vous montre très rapidement ma pioche à lire du mois de mars. Alors pour moi ça fait redite un peu puisque je vous l'ai montré à la fin de la précédente vidéo. Voici les heureux écus. Il y a Retrouvailles à la librairie de Wellfleet de Kristan Higgins, Villa Gloria de Serena Giuliano qui sort demain, Les Nuits du cœur de Léa Jeunesse et Célia Saïf, Paris Hollywood de Cécile Muri chez Flammarion et Je suis le feu de Max Moneuil. Voilà un petit peu ma pioche à lire. On est donc, je vous l'ai dit, le 12 mars et aujourd'hui, pour le moment, je n'ai lu que celui-ci que j'ai terminé ce matin en audio. Je dirais que j'ai lu ce roman à 70-80% et j'en ai écouté 20-30%, je pense. Non, plutôt 20%, je pense. Je vous lis le résumé et je vous dis après ce que j'en ai pensé. Arlo Smith est fière de la librairie qu'elle tient avec son grand-père et de l'ambiance cosy qu'elle a su y créer au cœur de la station balnéaire de Cap Cod. Une cheminée, un petit café, des alcôves aménagées en coin lecture ainsi qu'un jardin fleuri font le succès de sa boutique. À 35 ans, Arlo mène ainsi une vie tranquille, rythmée par son travail, ses sorties en kayak et ses soirées quiz. Jusqu'au jour où un jeune homme fait irruption dans la librairie. Matthew, l'enfant qu'elle a confié à l'adoption 18 ans plus tôt dans le plus grand secret. Si Arlo est bouleversée, c'est aussi le cas de Monica, la mère adoptive de Matthew, qui n'imaginait pas que son fils chercherait à rencontrer sa mère biologique. L'été s'annonce plein de surprises. Un roman drôle et émouvant sur les secondes chances, la famille et l'amour filial sous toutes ses formes. Donc effectivement, on va surtout suivre Arlo et puis au fur et à mesure, ça va devenir un roman choral où on va également suivre Monica et puis aussi Cynthia. Donc Arlo, vous l'aurez compris, elle est revenue en fait à Cap Cod après avoir fait ses études plus loin, à l'université, etc. Donc elle revient à Cap Cod, elle reprend en fait la librairie familiale avec son grand-père, qu'elle investit vraiment pleinement. Il y a vraiment un vent de renouveau avec l'arrivée d'Arlo, ce qui fait que la librairie gagne en popularité. Et on a l'impression qu'Arlo, elle mène vraiment son petit bout de vie en tant que femme célibataire, libraire, enfin voilà, vraiment une vie sans vagues ni heurts. Et puis un jour, elle se retourne et elle voit un jeune homme de quasiment 18 ans, et là, elle s'évanouit. Elle a tout de suite reconnu son fils, puisqu'il ressemble très 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 fort à l'un des frères d'Arlo. Et c'est la rencontre clairement inattendue puisque Arlo a effectivement confié son enfant 18 ans plus tôt à une famille. Elle était tombée enceinte à l'âge de 17 ans, une grossesse à la base non désirée mais qu'elle n'a pas voulu, à laquelle elle n'a pas voulu mettre un terme. Mais pour autant, elle ne se sentait pas en capacité d'être mère. Et ça va être un petit peu le coup de massue pour tout le monde puisque c'était vraiment le secret d'Arlo. Personne n'était vraiment au courant. Et donc ça va, vous voyez bien un petit peu ce que ça va engendrer dans la famille. C'est une famille qui est à la base très soudée. Arlo, elle a 3 sœurs et un frère. Elle a deux parents qui s'aiment énormément. Elle a son grand-père autour d'elle. Enfin voilà, ça va vraiment mettre une bombe dans la structure familiale. Je trouve que l'idée de départ était vraiment très bonne. J'ai bien aimé cette lecture, mais j'ai un peu certaines interrogations. En tout cas, j'y ai trouvé certaines limites. Je trouve que ce roman, il est très feel-good au vu du sujet traité. Vous l'aurez compris, le gros sujet, c'est l'adoption.
Et je dirais qu'on peut aller même au-delà, c'est la parentalité, qu'est-ce qui définit un parent et ce qu'il faut aussi pour en devenir un. Est-ce que vraiment mettre au monde un enfant fait de vous un parent? Est-ce que le fait d'élever un enfant qui n'est pas le vôtre fait de vous un parent? Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là. Il y a aussi beaucoup la question du pardon. Matthew, est-ce qu'il va pardonner à Arlo de l'avoir confié à une autre famille? Monica, la mère de Matthew, la mère qui l'a élevé, est-ce qu'elle va pardonner à Matthew d'avoir été chercher sa mère biologique dans son dos? Est-ce que les deux femmes vont se pardonner de certaines informations, enfin de certains propos qu'elles vont avoir l'une envers l'autre par jalousie, par tristesse, par colère? Il y a aussi Cynthia qui est la filleule du grand-père d'Arlo, qui a une place, alors pas forcément dans la dynamique là, de parentalité, mais qui a une place aussi dans ce questionnement concernant la parentalité et qui est un peu antipathique et qui va amener aussi la notion de seconde chance aussi, de changement, de... Voilà. Donc un sujet quand même important et pour autant... comment je suis coiffée, moi. Et pour autant, j'ai trouvé ça très 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 léger. La première partie du roman, elle est très lente et très en surface. Les choses sont très faciles. Mais au fur et à mesure, quand même, ça gagne en profondeur. Ce qui m'a aussi gênée au niveau du début, c'est qu'on met beaucoup l'accent sur Cynthia, donc qui est je vous l'ai dit, la filleule du grand-père d'Arlo. Et c'est une personne complètement antipathique. Elle est détestable, elle ment, elle manipule les gens, elle est hautaine, imbue de sa personne. Et comme l'autrice ne met pas l'accent sur les émotions d'Arlo et de Matthew, elle reste très très factuelle, eh bien les seules émotions qu'elle met en avant, ce sont des émotions négatives. Et donc au début, je me suis dit, zut, je ne sais pas trop si ça va le faire. Et puis au fur et à mesure, quand même, le roman gagne en profondeur, traite du sujet de manière un peu plus complexe et de manière aussi un peu plus intime et personnelle. Mais pour autant, ça sera vraiment pas un coup de cœur. Et il y a quand même beaucoup de facilité dans ce roman. Donc si vous avez envie d'un roman qui traite de l'adoption, avec vraiment quelque chose de poignant qui vient vous chercher émotionnellement, ça ne sera pas le roman qu'il vous faut. Par contre, si vous cherchez une lecture qui est quand même réconfortante, un peu feel good, dans un, comment dire, dans un contexte aussi de librairie, donc il y a quand même quelques scènes où Arlo est dans la librairie, où elle accueille des clients, où elle vend des livres, etc. Si vous avez envie de ce genre de roman, alors effectivement, il peut vraiment vous plaire. C'est vrai que c'est un roman qui fait 600 pages. Et j'aurais aimé du coup que les sujets abordés soient traités de manière un peu plus profonde. Elle a survolé certaines notions par rapport à Arlo et à son parcours du coup pour l'adoption et à tout ce que ça a engendré chez elle sur le plan émotionnel. Mais pareil, enfin, j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vous dirai pas ce dont il s'agit, mais le gros sujet va être traité en 2 ou 3 pages. C'est vraiment dommage. Alors après, je pense que j'ai toujours à cœur que les émotions soient au cœur des romans et c'est pas toujours l'objectif en fait. Surtout dans des romans feel good, etc. On n'est pas forcément sur l'objectif d'aller chercher en profondeur la complexité des liens, etc. Mais ouais, pour moi, il y a plusieurs sujets. Il va être aussi question de Grady, qui va être un ancien ami d'Arlo, enfin un ami d'enfance d'Arlo, qui a lui-même une petite fille dont la maman est absente pour certaines raisons. Et pareil, ce sujet de papa célibataire, c'est pas vraiment abordé, alors que ça aurait pu aussi amener de la profondeur. Y a- on parle beaucoup de types de parentalité dans ce roman-là, mais sans jamais mettre l'accent sur ce que ça engendre en fait. Même du point de vue de Matthew, on n'est pas forcément sur qu'est-ce que ça a impliqué pour lui d'être adopté sur son cheminement de construction identitaire, par exemple. Donc voilà, si vous avez envie d'une lecture pardon, réconfortante, doudou, où les personnages peuvent vous faire rire, etc., je pense qu'effectivement, ça peut être une bonne lecture. Grande Pop, donc c'est le grand-père de Arlo,
Clairement, je l'adore et j'aurais aimé avoir un grand-père comme ça, aussi drôle et aussi tranchant parfois dans ses propos. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup quand même de facilité. On pardonne très, très facilement certaines choses qui pour moi ne sont pas pardonnables. Mais bon, ça s'écoute et ça se lit plutôt bien. Mais c'est vrai que le format audio, j'ai pas forcément. C'est pas que j'ai pas apprécié, mais c'était très automatisé, presque robotisé. Je me suis même demandé si c'était pas un audio qui avait été fait avec l'IA, l'intelligence artificielle. Parce que j'avais même pas l'impression que ce soit une vraie personne en fait qui était en train de parler. Ça manquait d'intonation, de prosodie. Le flux du discours n'était pas forcément dingue. Mais bon, voilà, une lecture correcte, mais qui marquera pas mon année de lectrice, on va dire. Ça va pas non plus, je pense, marquer mon mois de mars, malgré le fait qu'on soit quand même déjà le 12 mars. Ma prochaine lecture, que je vais commencer juste après cette séquence vidéo, ce sera Villa Gloria de Serena Giuliano. J'ai pas envie de lire le résumé, j'ai envie de me laisser la surprise. Il fait 200 pages. Donc je pense que je vais vite vous reprendre pour vous en parler. Et en parallèle, je vais commencer le recueil de poésie Les Nuits du cœur de Léa Jeunesse et Célia Saïf, qui parle de deux êtres qui souffrent de solitude, qui vont se rencontrer, si j'ai bien compris. Mais c'est un recueil de poésie que je vais vraiment garder sur le mois. Là par exemple, j'ouvre, je peux vous lire un petit passage. Tu es nostalgique, toi? Plutôt mélancolique. Un bout de mon cœur est coincé dans le passé et ne s'en détache pas. Voilà, je pense que c'est un livre sur lequel il sera difficile de faire un retour, enfin un recueil de poésie sur lequel il sera difficile de faire un retour, mais qui va me faire du bien quand je vais le lire ou je vais trouver ça touchant. Et pour autant, il n'y a pas forcément énormément de choses qui vont en ressortir parce que je suis pas du tout une experte de la poésie et je pense que je vais manquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur la réflexion que ça peut amener. Mais pour autant, je sais que je vais prendre plaisir à lire ça. Je vous relis un dernier passage. Mais au fait, qui es-tu? Je ne sais pas quoi répondre à ta question. Une poussière dans l'univers, sûrement. Et toi, qui es-tu? Je suis un visage sur lequel on ne s'attarde jamais, un étranger à ta vie et au monde en général. Un jour, on m'a dit que je n'étais rien, qu'aucune de mes phrases ne résonnerait jamais dans un cœur, qu'aucun de mes mots ne toucherait jamais une âme. On m'a dit qu'aucun monde ne s'arrêterait de tourner si le mien le faisait, et que si je perdais mon souffle, cela ferait plus d'air ailleurs. Que si je pensais être quelqu'un, je pouvais dès maintenant cesser de me faire des illusions. Je crois que je ne suis plus vraiment personne depuis ce jour-là. Comment savoir qui l'on est si l'on n'est personne? Ce n'est pas aux autres de décider de ta valeur ou de choisir la place que tu occupes dans ce monde. Peu importe s'ils pensent que tu n'es pas suffisant ou que tu es en trop. Peu importe s'ils te font comprendre que ton prénom n'est qu'une miette sur laquelle on ferait mieux de souffler. Ou pire, s'ils te le disent en face. Tu n'es pas rien parce qu'ils te l'ont répété des millions de fois. Tu n'es pas rien parce que tu as ajouté des taches noires sur le tableau de certaines personnes. Tu n'es pas rien parce que tu as fait de mauvaises rencontres. Tu n'es pas rien parce que tu as des fêlures un peu partout et surtout au cœur. Tu n'es pas rien. Voilà, je pense que ça va résonner sur mon moment de lecture. Après, en ce qui concerne la poésie, je trouve que c'est toujours difficile de garder quelque chose en tête sur le long terme. Je pense qu'on est surtout touché par la plume et sur ce que ça nous évoque là, sur l'instant de lecture. Mais en tout cas, j'ai très hâte de le lire et de piocher des petites choses. Voilà un petit peu, je vais vous montrer les réceptions. Je vous en ai déjà montré là deux. Je vous montre celle-ci aussi, qui est une comédie romantique, mais je vous en parlerai quand je la lirai. Il s'agit de Marianne Corveau, qui est une journaliste dans le cinéma pour un hebdo culturel et qui va devoir interviewer Ben White, qui est une icône du box-office. Et elle va perdre ses moyens devant lui et va commencer une romance, si j'ai bien compris. C'est une comédie romantique, donc quelque chose qui me sort clairement de ma zone de confort, mais c'est un envoi, ce que nous on appelle un envoi sauvage, c'est-à-dire que c'est pas un roman que j'ai demandé, j'ai eu le plaisir de le découvrir dans ma boîte aux lettres, mais écoutez, moi j'ai envie de me prêter au jeu. Je vous montre une dernière réception et puis après je vous reprendrai plus tard. Une réception qui me vient de la maison d'édition Bragelonne. Hop, je vous montre comment je l'ai reçu. J'ai reçu ce petit coffret et donc
c'était marqué Kiboun. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça, Kiboun? C'est parce qu'en fait, j'ai vu, derrière, il y a mon adresse et j'ai vu que ça venait de Brajlon. Kiboun, en japonais et en coréen, ça veut dire humeur, feelings. Kiboun, la nouvelle collection de littérature japonaise et coréenne. Que vous soyez à la recherche d'une lecture légère pour une journée ensoleillée ou d'un texte plus profond pour apaiser vos pensées, Kiboun est là pour vous accompagner. Donc c'est une nouvelle collection de chez Brajlon. À l'intérieur de ce coffret, j'ai découvert 2 romans. Il y a La petite confiserie de l'allée nocturne de Iyoko Kurizo. Ouais. Problème de cœur, quotidien morose, laissez vos pas vous guider vers une confiserie des plus enchantées. Quand vient le soir, les lanternes s'allument dans l'allée nocturne et attirent les âmes en peine. Les boutiques, comme peuplées de fantômes, datent d'un autre âge. Une seule brille d'une lumière chaleureuse. Sur l'enseigne, on peut lire « Confiserie enchantée, Kohaku ». Dans cet endroit merveilleux, on trouve des sucreries de toutes sortes. Le maître des lieux, un yokai, mi-homme, mi-renard, promet à tous ceux qui passent sa porte que ces friandises ont le pouvoir de changer leur vie. Femme délaissée par son mari, agent immobilier complexé, lycéenne en mal d'amour, une seule bouchée leur suffit pour vivre une journée différente. Vous en doutez? Achetez, dégustez, vous verrez. Il fait 184 pages, donc je pense qu'il peut se lire assez rapidement. Je n'ai jamais lu de littérature japonaise ou coréenne. Donc écoutez, ça sera l'occasion. Pareil, c'est pas des livres que j'ai demandé, donc pareil, je vais me laisser emporter par cette jolie surprise. Dans la baie de Tokyo, au bout d'un chemin de coquillages, se dresse le restaurant Shibineko. On dit qu'ici, les places ont des passerelles vers les âmes disparues. Guidée par la promesse d'un dernier instant avec son frère décédé, Kotoko pousse la porte de ce mystérieux restaurant. À l'intérieur, elle est accueillie par Chibi, l'adorable chaton tacheté qui veille sur les lieux. Sans même attendre sa commande, Kai, le jeune chef, lui sert un repas qui évoque son enfance. Poisson mijoté, riz, soupe miso. Dès la première bouchée, la magie opère, transportant Kotoko vers un passé qu'elle croyait perdu à jamais. Ça, j'ai l'impression que ça revient énormément dans la littérature japonaise. Cette notion de voyage dans le temps pour retrouver des êtres disparus ou des moments en tout cas vécus. Donc ça, c'est le merveilleux restaurant des souvenirs de Yuta Takahashi. Je pense que je vais lire d'abord celui-ci avant de lire l'autre. Et il fait, pareil, 185 pages. Dans le coffret, on a eu également 3 illustrations. Ça, je crois que c'est un roman qui est paru chez Hauteville. J'avais envie de dire la librairie Miyazuki ou je sais pas quoi. Mais je ne l'ai pas lu et je ne sais plus le titre, donc je vais arrêter de dire n'importe quoi. Et du coup, ça c'est le merveilleux... C'est quoi le merveilleux restaurant des souvenirs? Et puis ça, hop là, c'est la petite confiserie de l'allée nocturne. Donc c'est des jolies petites illustrations, des jolies petites cartes. Et on a eu aussi du matcha. 30 grammes de matcha. Du matcha, j'en ai déjà consommé, mais pas bien du tout. Enfin, je l'avais pas du tout bien préparé. Du coup, ça avait le goût d'algue, mais vraiment un goût d'algue pâteux, pas bon du tout. Donc là, je me suis acheté un petit mousseur à lait il n'y a pas très longtemps. Et je me dis que potentiellement, ça pourrait me permettre de retester. Si vous êtes amateur ou amatrice de matcha, j'ai un petit code promo qui était glissé dans la box. Qui vous permet d'avoir moins 15% sur votre commande. Hop, je vous le mets là si vous avez envie de faire une capture d'écran. Et si j'y pense, je le mettrai dans la barre d'infos. Voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais me préparer une petite boisson chaude et je vais commencer à lire, je pense, le Serena Giuliano. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens d'arriver au salon du polar de Lens et je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi, donc c'est parti.
téléphone. Nous sommes le jeudi 27 mars sur le temps du midi. Je suis en télétravail aujourd'hui, donc j'en profite. L'objectif, c'est de terminer la vidéo de mes lectures de mars. Je vous ai énormément laissé avec quelques rushs concernant le Salon du Polar de Lens, que j'ai énormément apprécié. J'espère que vous avez pu capter à travers les petites séquences vidéo que j'ai tournées l'esprit un petit peu du salon. Vraiment, la déco était géniale. Il y avait quelques petites mises en scène, par exemple dans un salon où il y avait une ambiance un petit peu cosy avec pas mal de photos d'autrices de polar. Ça passait par Agatha Christie, enfin voilà. Il y avait un autre décor où on était plutôt plongé dans le bureau d'un enquêteur. Enfin vraiment, c'était vraiment chouette. Il y avait de quoi faire de très belles photos. En y étant les seuls, c'était un peu plus compliqué. J'ai pas un tempérament à aller vers les autres et à demander un service, mais soit en tout cas, je pense que les gens se sont bien amusés avec ces décors-là. Il y avait même des étagères, des commodes, etc. Un peu partout dans le salon, avec vraiment des jolies décorations à l'intérieur. Donc bravo vraiment aux personnes qui ont organisé ça, parce que c'était vraiment très joli. Et puis, j'ai trouvé que tout le monde était content d'être là. Vraiment, autant les auteurs, les autrices que les lecteurs, lectrices. J'ai senti que vraiment, il y avait un engouement commun. J'ai senti une émulation commune et ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis assez solitaire de base. Bon, après, je suis quand même allée courir un petit peu au grand air parce que j'en avais besoin, mais j'ai vraiment pris plaisir à partager ce moment-là. Alors moi de mon côté, hein, mais de voir en tout cas les gens être contents, être heureux d'être dans l'échange, discuter lecture, où on nous dit que voilà, on est dans une société où on est vachement derrière les écrans, etc. Bah, ça fait du bien aussi de voir que ben non, on est aussi beaucoup de lecteurs et de lectrices. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer Christelle Duchamp et ça, vous voyez, rien que d'y penser, j'ai le sourire. Ça a vraiment été un coup de cœur. J'ai vraiment ressenti un coup de cœur pour cette femme, au-delà de l'autrice. Voilà, je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus, ça s'explique pas forcément tout le temps, mais j'ai vraiment apprécié le petit temps d'échange qu'on a pu avoir. J'ai été méga impressionnée de rencontrer Cédric Cyr, au point où il m'a dit Hello, et là en fait j'ai marmonné, je suis beaucoup trop impressionnée pour répondre. Et bon, il a entendu bien évidemment, il me dit tu vas bien? Et donc j'ai fini par lui dire oui, bonjour. Mais vraiment, je pense que c'est la première fois que je suis impressionnée par un auteur, alors que j'ai rencontré Virginie Grimaldi et que clairement c'est mon autrice préférée, ou en tout cas l'une de mes autrices préférées. Mais c'est pas le même aura, c'est pas la même personne. Enfin voilà. Et pourtant il est super gentil. Enfin vraiment, on sent que c'est quelqu'un d'avenant. Donc voilà, j'ai pu rencontrer également Petroni Rostagna. C'était une grande première aussi. On a pu discuter un petit peu comment dire, de la plume qui est assez différente d'un roman à un autre. Donc elle m'a conseillé un roman que je vous montrerai juste après. Je voulais voir Nicolas Beuglé, mais il n'est finalement pas venu. J'ai entrevu Alexis Leipzger, mais comme je l'avais déjà vu, je n'y suis pas allée. Je suis retournée voir une autre autrice que j'avais déjà vue, mais je ne vais pas vous dire qui, puisque en fait j'ai aussi fait mes petits cadeaux pour l'anniversaire de Laura, Les mots des autres. Et si elle regarde cette vidéo avant d'ouvrir son colis, j'ai pas envie de lui gâcher la surprise. Donc voilà, je me suis offert moi 2 petits livres et le reste c'était pour Laura. Je suis à peu près restée raisonnable. Je vous montre donc les 2 livres que je me suis procurés. Bon, je ne pouvais pas partir sans avoir un nouveau livre de Christelle Duchamp. Donc j'ai choisi Le sang des Belasco. Quand j'ai lu le résumé, ça m'a vraiment happée. Et j'ai bien fait puisque je l'ai déjà lu et que j'ai adoré. Elle m'a mis un petit mot à l'intérieur. Ce que j'ai aimé en fait dans le résumé, c'est vraiment qu'il était question d'une famille. On sentait que ça allait être un huis clos où ça allait être vraiment le moment du règlement de compte, etc. Donc je vous en parle juste après. Et je me suis également procuré Comment te croire de Petroni Rostagna. En fait, c'était une avant-première sur les salons, puisqu'il n'est pas encore sorti en poche. Je pense qu'il sort le 2 mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas. Je vous lis le résumé, parce que pour le coup, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Je suis allée au salon samedi, on est jeudi. Lire 2 livres en si peu de temps dans ma vie actuelle, c'est clairement
mission impossible. La retraite a un goût amer pour le commandant de police Jean Pageant, qui part en laissant un dossier irrésolu, la disparition de l'adolescente Alice Bastide en 2015. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'une maladie incurable, Jean s'installe chez sa fille, Florence, avec l'envie de profiter de ses petits-enfants et la volonté de clore ce cold case. Étrangement, les terreurs nocturnes dont souffre sa petite fille, Célia, semblent en lien avec son enquête. Grâce à celle-ci et à la découverte de nouveaux éléments, le dossier est réouvert. Mais pourquoi Célia détient-elle des pièces de ce puzzle? Quel secret Alice portait-elle? Un suspense glaçant sur les limites du subconscient et les méandres de l'âme humaine. Si vous me connaissez un peu, ce qui m'a happé là sur les résumés, c'est le fait que ce soit un commandant qui va aller à la retraite, le cold case, le fait qu'il ait une maladie incurable, j'ai clairement envie de savoir ce que c'est. Le fait que sa vie perso soit peut-être mêlée à cette affaire non résolue, et puis un petit peu ce côté ésotérique où moi je suis quelqu'un quand même de très terre à terre et parfois je me laisse quand même bien surprendre surtout ce pan-là. Donc voilà, après c'est quand même... alors c'est un roman qui fait 300, un peu moins de 300 pages, mais c'est écrit tellement petit à la base. Quand je suis allée au salon, il y avait un peu d'attente pour Cédric Cyr et je voulais commencer celui-ci et je me suis dit non, ça va pas le faire, j'ai besoin d'être concentrée. Donc j'ai commencé le Cristal du Chant sur le salon et je l'ai déjà terminé, donc je vais embrayer avec mon avis sur Le sang des Belasco. Je vous lis le résumé et je vous dis tout de suite après ce que j'en ai pensé, même si je vous ai tout spoilé puisque je vous ai déjà dit que j'avais beaucoup aimé. 5 frères et sœurs sont réunis dans la maison de famille, la Casa Belasco, une vaste bâtisse isolée au cœur d'un domaine viticole de Provence. Leur père, un vigneron taiseux, vient de mourir. Il n'a laissé qu'une lettre à ses enfants, et ce qu'il leur révèle les sidère. Leur mère ne se serait pas suicidée, comme l'avaient affirmé les médecins 6 mois plus tôt. Elle aurait été assassinée. Au cours de la nuit, non-dit, jalousie et rancœur accumulées au fil des années vont se déverser. Quant à la maison, coupée du monde extérieur, elle semble douée de sa propre volonté. Alors, vous vous dites sûrement, c'est bizarre, elle s'est changée, la lumière et le cadrage sont différents, c'est tout à fait normal. Je vous ai tourné en fait mon avis sur Le sang des Belasco juste après l'avoir lu. Et du coup, j'étais pas vraiment satisfaite, je trouvais que mon avis était un peu trop brouillon, il manquait de construction. Donc je me suis dit, c'est pas grave, tu reprends 5 minutes et tu recommences. Voilà, j'ai à cœur quand même de vous donner des avis lecture qui me conviennent. Alors j'ai commencé ma lecture au salon du Polar de Lens où il y avait énormément de monde, beaucoup de bruit, enfin voilà, l'effervescence d'un joli salon. Et pour autant, ça ne m'a pas du tout empêché de rentrer directement dans l'histoire. Pourquoi? Parce que ici, on est sur une plume quand même beaucoup plus directe, beaucoup plus fluide que dans Où tu seras reine. Et c'est ce que j'avais appréhendé un petit peu au début, c'est que dans Où tu seras reine, ce qui m'avait vraiment plu, c'était le soin donné à l'écriture. C'est une plume très poétique, où il y a énormément de métaphores, où on insiste sur l'ambiance, sur aussi le profil psychologique des personnages. Enfin, il faut vraiment lire Où tu seras reine pour le comprendre. Et clairement, lisez ce roman si ce n'est pas encore fait. Mais du coup, je me suis dit, je sais que là, on sera dans un thriller ou un roman à suspense beaucoup plus classique. Et du coup, est-ce que ça va matcher quand même? Et clairement, oui. J'ai adoré ce roman pour de nombreuses raisons et ça montre à quel point c'est une autrice talentueuse aux multiples facettes, puisque j'ai adoré Où tu seras reine pour plusieurs raisons et j'ai adoré Le sang des Belasco pour d'autres raisons, comme quoi je pense que les auteurs, quand ils s'octroient le droit, la liberté, entre guillemets, de jouer avec les genres, eh bien ça fonctionne très bien. Ici, donc je vous l'ai dit, on est sur quelque chose de plus classique, mais en même temps, la construction est quand même assez originale. On va voir 5 actes. Dans le début de chaque acte, on va avoir accès en fait alors, à un commandant ou un commissaire, je ne sais plus, qui doit mener l'enquête sur ce qui s'est passé sur cette fameuse soirée où les 5 enfants Belasco se sont retrouvés donc après eh bien, la mort de la dernière autorité parentale, après la mort de leur père. Et donc il va écouter à l'hôpital l'un des enfants Belasco. Et on ne sait pas du tout lequel, donc on ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans cette soirée. Et bien là est l'intérêt de ce roman, c'est que
Au fur et à mesure de ces 250 pages, on va apprendre à connaître l'histoire de cette famille, ce qui fait, enfin, les raisons pour lesquelles ils en sont là aujourd'hui et pourquoi la dynamique familiale est aussi complexe et est aussi toxique. Vous vous doutez bien, puisque c'est un roman à suspense, un roman noir, il va y avoir beaucoup de révélations complètement hallucinantes et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Il y a zéro temps mort dans ce roman et vous allez me dire, ben, c'est normal, c'est un roman de 250 pages, mais je pense que l'exercice n'est pas si simple parce qu'on va vraiment se focaliser sur une soirée où ça va vraiment être les règlements de compte et donc du coup Christelle Duchamp va vraiment s'amuser dans la temporalité en fait des choses. On va vraiment avoir des flashbacks, puis on va revenir à cette soirée. Mais parfois ça passe d'un paragraphe à un autre et du coup ça nous demande ce petit exercice, cette petite gymnastique de repartir en fait dans une autre temporalité, puis de revenir au moment présent. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Elle se joue de nous à plusieurs égards, donc au niveau de la temporalité, certes, mais aussi au niveau de ce qu'elle nous donne à voir de ces personnages. On va avoir 5 enfants avec des personnalités complètement différentes, parfois même diamétralement opposées. Alors, moi, je suis fille unique et du coup, je suis un peu parfois dans le monde des bisounours. Ça veut dire que dans une fratrie, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la joie, il n'y a que de la bienveillance. Mais je me doute bien que ce n'est pas ça et je le vois déjà avec mes 2 enfants. Pourtant, ils n'ont que 4 et 1 an. Mais là, ça montre bien à quel point parfois on est vraiment nourri par des sentiments très négatifs qui vont faire de nous quelqu'un de pas forcément très bien et qui vont nous amener à des actes de, ouais, de vengeance, enfin de malveillance en tout cas. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un roman choral, donc on va avoir accès au point de vue de chaque enfant dans chaque acte. Et donc, du coup, enfin, elle nous montre à quel point la vérité est subjective. Si on écoute chaque enfant, eh bien, chacun est bon, c'est le meilleur, enfin voilà, c'est à chaque fois le meilleur de la fratrie, etc. Et donc, du coup, au début, on a envie d'y croire, on a l'impression de connaître chacun des enfants et de pouvoir faire confiance à celui-ci, de devoir faire attention à celui-là, de se dire que celui-ci, clairement, il est pas net. Et eh bien, nos croyances vont être vraiment mises à mal au fur et à mesure de la découverte de la fratrie en fonction de qui nous donne son point de vue. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'elle nous montre que on a toujours une image de l'autre qui est vraiment faussée en fonction de ce que l'autre nous donne à voir. Et c'est comme ça en fait qu'on construit nos relations. Donc ça, enfin, je trouve que c'est un bel exercice de ce côté-là. Ce que j'ai également beaucoup aimé, c'est que la Casa Belasco, c'est un personnage vraiment à part entière, sans forcément qu'il y ait une grosse personnification, mais quand même, il y a aussi un effort fait de ce côté-là. Et j'ai vraiment eu l'impression que on était face à la Casa de Velasco, qu'on avait en fait détruit sa façade pour nous montrer en fait ce qui s'y passait. Et donc du coup, nous, on était vraiment spectateurs eh bien, de ce qui jouait en fait entre la fratrie. Donc on pouvait par exemple zoomer et avoir accès eh bien, au salon où ils se retrouvaient tous et où ils se chamaillaient, dézoomer, aller dans la chambre dans une autre temporalité et savoir un petit peu, enfin en tout cas imaginer pareil ce qui se passait. J'ai trouvé que c'était hyper visuel. J'avais l'impression d'être à la fois dans un Cluedo et à la fois dans un roman d'Agatha Christie parce qu'on est vraiment dans un huis clos. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais voilà, la Casa de Belasco a vraiment toute son importance dans l'intrigue. Et ce que j'ai aussi également apprécié, c'est qu'on va parfois avoir un côté presque mystique. On va presque aborder la transgénération. Enfin, je vous en dis pas plus parce que je ne veux pas du tout vous spoiler. Il est assez court, donc voilà. Mais vous l'aurez compris, j'ai énormément aimé ce roman au point où j'ai lu ce roman un peu partout et n'importe comment. C'est-à-dire que je l'ai commencé du samedi donc au salon du Polar, je vous l'ai dit. Le dimanche, on allait chez des amis le midi. Je ne peux pas lire en voiture parce que ça me rend malade. Et mon conjoint me voit prendre le livre en voiture et il me dit mais dis donc, t'es ambitieuse pour prendre ce livre. Il te doit vraiment beaucoup te plaire parce que je sais que t'es malade en voiture quand tu lis. Donc je t'ai rarement vu lire en voiture. Et je lui dis ben non mais dois me déposer chez le fleuriste pour prendre un bouquet pour notre ami.
Peut-être qu'il va y avoir du monde à la caisse et que du coup, je pourrais lire un paragraphe. Il me dit: «Ah ouais, on en est là, c'est que ça doit vraiment être un roman qui te plaît» et effectivement, j'en suis venue également à garer ma voiture plus loin de mon lieu de travail pour pouvoir avoir, quelques minutes supplémentaires pour le lire. Donc je me suis mise à lire, en marchant puisque le quotidien est assez rythmé avec, avec les enfants, avec le travail, avec la vie de couple et cetera et donc du coup, mes temps de lecture dans la journée sont assez, courts et là vraiment j'ai potentialisé chaque moment où je pouvais, lire quelques lignes, un paragraphe, 2 paragraphes, et en fait, c'est tellement fluide, que je me suis jamais perdue, même si c'était pour lire un paragraphe, eh bien, je me resituais tout de suite dans l'histoire et je prenais ce qu'il y avait à prendre. Il y a vraiment un côté très, très, très addictif. Bref, vous l'aurez compris, j'ai énormément pardon, aimé ce roman. Je pourrais vous en parler très longtemps. Clairement, je suis bien contente d'être fille unique si ça me permet de ne pas être dans, dans la fratrie des Velasco. Mais voilà, ça montre aussi à quel point eh bien, les liens du sang n'immunisent pas contre la méchanceté, contre les sentiments noirs. Et la fin est assez, comment dire, elle est assez surprenante et pareil, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vous avais mis une petite story sur mon compte Instagram en vous disant que j'étais en train de le lire. Et c'est assez rare, mais là, j'ai eu énormément de messages de votre part en me disant, mais moi aussi, j'ai adoré. Ah là là, mais ce roman, vraiment, je l'ai dévoré. Enfin, j'ai eu que des avis dithyrambiques et du coup, je l'ai dit à l'autrice, j'ai envoyé un petit message pardon, à Christelle Duchamp pour lui dire, parce que je me dis que ça fait toujours plaisir et que je ne sais pas si vous êtes vraiment nombreux en fait à oser aller envoyer un petit message à l'auteur pour dire que vous avez aimé son roman, si vous n'avez pas forcément de compte Bookstagram ou autre. Et ça, je trouve que c'est précieux aussi pour les auteurs d'avoir un retour, juste pas forcément une grosse construction, mais de dire bah voilà, merci pour ce moment, ça m'a beaucoup plu. Je pense que voilà, ça fait toujours plaisir. Bref, je vais arrêter de vous en parler, mais si je dois résumer, si vous aimez les huis clos, si vous aimez les romans avec beaucoup de révélations, si vous aimez les tragédies familiales, si vous aimez quand l'environnement a vraiment un impact sur l'histoire, alors lisez ce roman. Par contre, Christelle, si tu regardes cette vidéo, il faut vraiment que tu arrêtes de faire mal aux animaux, vraiment. Fais ce que tu veux de tes personnages, maltraite-les, malmène-les, enfin voilà, mais arrête s'il te plaît de faire mal aux animaux. Voilà donc ce que j'ai pensé de ce roman. Il m'en reste donc du coup, il me semble, deux à découvrir de l'autrice. Délivre-nous du mal pardon, et l'art du meurtre. Donc eh bien je vais m'y atteler prochainement. J'aurais aimé pouvoir la revoir et pouvoir discuter un peu avec elle de ces deux romans-là qui me restent à lire pour savoir lequel choisir. Mais écoutez, j'irai en librairie, je lirai les résumés et puis je lui ferai dédicacer pardon, à un autre moment. Et puis voilà, alors aller au Salon du Livre de Paris, je crois que c'est le 12 et 13 avril. Sincèrement, si vous pouvez y aller, allez la rencontrer parce que c'est vraiment une personne qui donne envie de lire ses romans. Voilà, je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. J'ai également lu Villa Gloria de Serena Giuliano. J'espère que vous avez bien capté mon accent italien médiocre. Je vous lis le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé. Bienvenue dans les Pouilles à Villa Gloria, une maison d'hôtes pas comme les autres. À Villa Gloria, Iris et sa mère, qui a donné son nom à sa maison, veillent à ce que chaque client se sente comme chez lui. En cette semaine d'avril, les nouveaux venus promettent un grand cru d'exception. Gregorio est le roi des râleurs, rien ne trouve grâce à ses yeux. Valentina et sa filleule Bianca ont l'air un peu cabossés, surtout la petite, légèrement obsessionnelle. Doria et Eduardo forment un couple très discret, à se demander ce qu'ils ont à cacher. Quant à Carla, allez savoir pourquoi, elle a fait vœu de silence. Mais Gloria, qui aime gentiment se mêler des affaires de ses hôtes, saura percer les mystères de chacun. Ils sont de passage, ne se connaissent pas, mais ont décidé par hasard de poser leurs valises une semaine dans le même lieu. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'en plus du JT du couvert, Villa Gloria offre une bonne dose de magie, c'est compris dans le forfait. Alors Serena Giuliano, moi je l'aime beaucoup. Ça n'a jamais été des énormes coups de cœur, à part Mamma Maria que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est des lectures qui me permettent vraiment le temps du roman, de m'évader, de voyager un petit peu en Italie et de passer un moment super agréable. Et ça encore une fois, eh bien j'étais au rendez-vous. C'est-à-dire que je me suis tout de suite immergée dans les Pouilles. Clairement, vous auriez pu me mettre un plat
un plat de pâtes avec un spritz, le soleil. Enfin, vraiment, je me suis imaginée en Italie sans aucun souci. Il y a énormément de descriptions de paysages vraiment idylliques sous le soleil. Il y a cette notion de vouloir partager autour de la cuisine italienne. C'était vraiment aussi super agréable. Et on retrouve complètement la plume de Serena Giuliano. C'est de nouveau un roman choral. Elle l'avait déjà fait pour d'autres romans. Je pense qu'elle aime beaucoup ça. Et elle le fait très bien. Ça apporte une belle dynamique. Et elle va utiliser en fait le fait qu'il y ait, je crois, 4 chambres dans cette villa pour vraiment venir, comment dire, focaliser à chaque fois sur l'une des chambres et donc sur enfin, sur la vie d'un des personnages. Et elle avait déjà fait un petit peu ce type de construction avec, il me semble, Sala Palche Tiamo, où c'était, je crois, une femme d'entretien qui faisait les ménages en fait chez des particuliers. Donc le lundi, on avait accès à la vie de tel client, le mardi de tel autre client, etc. Et là, elle a un peu repris cette même construction où vraiment il y a un focus fait sur chaque personnage en fonction du moment de la journée, en fonction de la chambre qui est, comment dire, qui est mise en avant. Et on a des personnages, je dirais, assez haut en couleur et hyper différents. Donc on va d'abord avoir Iris et sa mère Gloria. C'est plutôt Iris en fait qui gère la villa parce que clairement sa mère est un peu fantasque, elle en a un peu rien à faire. C'est pas une femme très sérieuse, elle préfère voyager, elle préfère amener un peu de légèreté. Elle s'occupe pas vraiment de l'administratif, des tâches ménagères, des finances de la villa. Elle, ce qui la botte plutôt, c'est de faire des petits ateliers cuisine, de faire les excursions avec les clients, et puis bien évidemment de laisser traîner son oreille pour, comment dire, pour se mêler un petit peu des affaires de chacun. On va suivre du coup aussi Iris, qui est la fille de Gloria, qui elle a un tempérament peut-être un peu plus réservé, qui souffre un petit peu plus de la relation un peu atypique qu'elle peut présenter avec sa mère et de ce qu'elle doit faire du coup dans sa famille pour continuer aussi de préserver certains liens. Je peux pas vous en dire plus. Mais Iris, elle m'a quand même un peu touchée. Alors Gloria, elle m'a plutôt fait sourire et parfois elle m'a un peu exaspérée, mais elle est aussi touchante. Mais je dirais que j'ai d'abord été touchée par Iris. Et donc au niveau des clients, on va vraiment avoir de tout. Je vous l'ai dit, on va avoir Gregorio qui est vraiment râleur, rien ne lui plaît et on ne sait pas pourquoi. Enfin, vraiment, il a toujours quelque chose à redire. On va avoir un couple très discret qui se cache un petit peu et on se demande quel secret ils ont à cacher. On va avoir une filleule et sa marraine et en fait je pense que ce sont les personnages de Felicita, si je ne dis pas de bêtises. Et puis on va avoir aussi une jeune femme qui a fait vœu de silence et donc du coup on ne va pas du tout l'entendre parler tout au long de la semaine puisqu'on suit en fait ses clients pendant une semaine de vacances. Et on va vouloir un petit peu savoir pourquoi elle a fait ce vœu de silence. Donc peut-être qu'à la fin, vous aurez ces révélations. Et donc vraiment, c'est vraiment Gloria qui va venir décanter un petit peu les secrets de chacun. Et même si la plume, encore une fois, est super fluide, est super ensoleillée, est super dynamique, eh bien on va quand même aborder pas mal de sujets un petit peu plus sérieux et ce qui va quand même amener un petit peu d'émotion. Pour autant, il n'y a rien de pathos, ça reste une lecture vraiment gérée de saison, c'est-à-dire là le soleil commence à briller, etc. C'est pas une lecture qui va vous tirer les larmes, qui va vous mettre dans le fond du lit pendant des jours et des jours, pas du tout. C'est une lecture qui se veut plutôt lumineuse, qui montre que ben voilà, avec de l'écoute, avec un peu d'entraide, avec de la bienveillance, eh bien on peut aller de l'avant, on peut faire preuve de résilience, et puis on peut aussi mener notre propre barque. À n'importe quel moment de notre vie. C'est pas parce qu'on avait une vie complètement tracée qu'on ne peut pas changer de direction. C'est pas parce qu'on est cabossé dès le début de la vie qu'on ne peut pas comment dire, se déployer, se découvrir au fur et à mesure. Voilà, chaque histoire amène un petit peu, pas une leçon de vie, mais en tout cas une piste de réflexion sur qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le devenir. Enfin, voilà, encore une fois, c'était une super bonne lecture et je suis en train de voir à la fin ce qui est père et impair. Ça, c'est les listes de Gloria. Elle est rigolote. Enfin, elle a
des petits traits de personnalité qui vous prêteront à sourire, pardon. Mais voilà, c'était une super bonne lecture. C'était pas un coup de cœur, il détrônera pas Mamma Maria, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, je pense que les fans clairement de Serena Giuliano retrouveront la plume de l'autrice et prendront plaisir à le découvrir. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu l'autrice, je pense que ça peut clairement être une belle lecture. Je vous dis, d'été, de vacances, ou alors si clairement vous êtes submergé au boulot, vous avez une charge mentale de dingue, vous avez envie de vous évader, de ressentir un peu de soleil à travers vos lectures, je pense que clairement ça peut être un roman qui vous fera du bien. Ensuite, j'ai lu Paris-Hollywood de Cécile Murier. Je vous avais fait une ouverture en fait de teasing qui avait été envoyée par Flammarion, je pense, sur mon ancienne vidéo, enfin sur la vidéo du mois de février. J'avais reçu plusieurs enveloppes dans une même enveloppe et on avait eu par exemple une sorte de couverture un peu Paris Match avec les gros titres. On avait eu aussi la couverture du roman. Enfin, on avait eu pas mal d'informations et avec le résumé, ce qui annonçait un petit peu l'envoi en fait de ce roman. Donc c'est un envoi, ce que nous on appelle un peu envoi sauvage, c'est-à-dire que j'ai pas du tout demandé à recevoir ce roman. Flammarion fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est eux qui vous contactent une première fois pour tel ou tel roman, on dit oui ou on dit non, et après ils ont votre adresse et ils vous envoient en fait des romans de temps en temps en fonction de ce que eux pensent pouvoir vous plaire. Mais on ne formule pas, nous, en tout cas, de demande. Là, juste dernièrement, ils nous ont envoyé un petit catalogue. Donc, je vais vous montrer une réception après que j'ai demandé. Mais c'était la première fois, ils l'ont bien dit, c'était assez nouveau. D'habitude, il ne fonctionne pas comme ça. Bref. Donc, j'ai reçu ce roman qui est en fait une comédie romantique. Et quand j'ai ouvert le teasing, je me suis dit, en fait, ça me tente bien. Alors que bah, si vous me connaissez, vous savez que la comédie romantique, c'est pas forcément mon truc. Je commence un peu à m'ouvrir aux romances, mais il faut pas non plus que j'en lise trois dans le mois, ça c'est pas possible. Comédie romantique, je n'ai jamais vraiment lu, à part les comédies romantiques de Noël, où j'en lis une ou deux dans l'année à la période des fêtes, mais c'est tout. Et donc là, je me suis dit, ben, en fait, ça me tente bien, donc je vais le lire assez vite, et ben, du coup, c'est chose faite. Je vous lis le résumé, et je vous dis tout de suite après ce que j'en ai pensé. Paris, Hôtel Meurice. Marianne Corveau, journaliste ciné pour un hebdo culturel, se prépare à interviewer son fantasme numéro 1, Ben White, dieu ombrageux du box-office et sex symbole planétaire. Mais une fois devant le monstre sacré, l'envoyé un peu trop spécial perd le nord. Enchaîne les gaffes et provoque l'hilarité de l'acteur, séduit par sa maladresse. C'est le début d'une histoire d'amour irrésistible et semée d'embûches entre Paris et Hollywood. Alors quand j'ai lu le roman, j'avais sincèrement l'impression de me mettre dans mon canapé, de sortir les pop-corns et de regarder une sorte de comédie romantique à la Pretty Woman ou à la Bridget Jones. Enfin voilà, vraiment un truc où il y a un acteur un peu sulfureux, super méga beau gosse et une femme un peu qui va enfin voilà, il y a une histoire d'amour qui va se construire dans un environnement un peu particulier. Et là, voilà, on est dedans. Donc c'est Ben White qui est clairement un acteur hyper connu mondialement, qui est hyper réputé, qui est sulfureux, qui est très très beau, mais aussi qui est très très hautain, qui est connu pour être un gros CON. Avec les journalistes, avec les gens de son entourage. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a un peu pris le melon et qui n'est pas très sympa avec les autres. Et à côté, on a donc Marianne qui, elle, est vraiment, entre guillemets, la petite journaliste super sympa, bien dans ses baskets, mais pas trop non plus, qui aime pas trop se mettre en avant. Et clairement, quand elle sait qu'elle doit interviewer Ben White, elle perd complètement tous ses moyens. Et là, on va commencer à capter l'humour de l'autrice. Il y a énormément, énormément de scènes complètement hilarantes parce que Marianne, elle est super maladroite et elle a donc le don de se mettre dans des situations assez cocasses qui prêtent à rire et pas juste à sourire, qui prêtent vraiment à rire. Et moi, j'ai vraiment adhéré en fait. Je pense qu'il faut vraiment se mettre dans le mood de comédie romantique et une fois que vous êtes dedans, ça va vous plaire. Alors, j'ai envie de dire que oui, c'est un petit peu une histoire de romantique, un peu en mode on joue au chat et à la souris, et du coup on pense savoir comment ça va se terminer, on n'en est pas sûr, mais on pense savoir comment ça va se terminer, mais ça ne m'a pas du tout dérangé. Je sais que c'est le genre qui fait ça, et pour moi c'était ok pendant ma lecture. J'ai autant aimé Ben White que je l'ai détesté, c'est-à-dire que vraiment c'est un gros goujat, enfin, il fait ça et Marianne doit être présente, donc vous l'aurez compris, c'est dit dans le roman, enfin dans le résumé.
Elle va faire des gaffes, ça va séduire Ben White qui d'habitude aurait déjà coupé court à l'interview et serait parti. Là, en gros, il est attendri par la maladresse, il lui donne une autre interview et puis en fait, il va s'attacher à Marianne et va s'en suivre une histoire d'amour entre Paris et Hollywood. Voilà, je vous spoil vraiment pas assez dans le résumé. Mais du coup, vous doutez bien que c'est deux mondes complètement différents. On a un monde un peu de strass, de paillettes, de drogue et rock'n'roll du côté de Ben White. Et on a vraiment la petite journaliste parisienne dans son petit boui-boui, enfin vraiment dans un petit appart un peu miteux. Et donc il y a vraiment un clash entre les deux univers. Et Ben White, enfin c'est vraiment un peu, enfin c'est pas un peu, c'est une relation toxique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une soumission de la part de Marianne au souhait de Ben White. Quand il fait ça, elle doit être là, donc il y a un jet privé qui va arriver et qui va l'embarquer pour qu'elle aille le voir sur une nuit, sur un soir, enfin bref. Mais voilà, encore une fois, c'était une comédie romantique, donc je me suis laissée emporter et j'ai vraiment autant détesté Ben White que je l'ai apprécié, parce qu'au fur et à mesure, on comprend son histoire et du coup, on s'attendrit aussi. Donc voilà, moi j'ai beaucoup ri et j'ai passé un bon moment de lecture et j'en attendais pas plus. Et ça m'a beaucoup plu, vraiment, si vous lisez ce roman. Je vous conseille de sortir les pop-corn. J'ai même fait une photo pour ma chronique Insta où j'ai mis des pop-corn parce que pour moi c'est vraiment le mood que j'avais pendant ma lecture. Par contre ça se lit super vite, c'est super fluide, il y a énormément de dialogue. Et voilà, moi j'ai bien apprécié ma lecture, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une belle surprise dans le sens où je me dis que vraiment j'ai un univers de lecture assez large. Je pense que j'ai terminé avec mes lectures du mois. Là, je suis en train de lire La fille du bus 88 de Freya Sampson. Euh, je vous ai, je pense, déjà lu le résumé dans cette vidéo, donc je ne vais pas le refaire. Je ne vais pas vous donner mon avis parce que j'ai lu, je pense, une cinquantaine de pages. Et je m'étais arrêtée en fait pour clairement lire le Christelle Duchamp que j'avais commencé au Salon du Polar. Donc il faut que je le reprenne, mais mes premières impressions, c'est que ça se lit bien, que c'est fluide. À voir si je m'attache par contre au personnage, parce que si je ne m'attache pas, ça sera une bonne lecture sans vraiment que ce soit une très bonne lecture. Donc voilà, à voir la suite de la lecture, mais ça je vous en parlerai dans la vidéo suivante. Ça je vous en ai déjà parlé, Retrouvailles à la librairie de Will Fleet de Kristen Higgins. Normalement c'est ce qui a débuté ma vidéo. Donc je dirais que ce mois-ci, hop là, j'ai lu 5 romans, ce qui est plutôt pas mal au vu de mon rythme de lecture, en sachant que la librairie, Retrouvailles à la librairie de Wellfleet, il fait quasiment 600 pages. Donc c'est un beau bébé. Paris-Hollywood, pareil, je pense qu'il fait plus de 400 pages. Ouais, il fait 450 pages, donc vous voyez, c'est quand même des beaux romans. Donc voilà, j'ai lu ces 5 romans-là sur le mois. Au niveau de l'audio, j'ai arrêté pour l'instant le tome 7 ou le tome 8, je sais plus, des 7 sœurs, je crois que je suis au tome 7. Des 7 sœurs, puisque j'ai décidé de commencer le tome 2 de Force Wing, donc Iron Flamme, que j'aime énormément. Là, je suis à la fin de mon crédit Nextory, donc il faut que j'attende 5 jours pour le poursuivre. Ça m'embête bien parce que je suis vraiment bien dans l'histoire. Donc je sais pas, je vais peut-être m'acheter des heures supplémentaires, je verrai bien. Je vous montre un petit peu les réceptions. Je vais commencer par la box que m'a envoyée Mathilde Garcia, qui est une illustratrice lyonnaise avec qui j'aime énormément échanger. Vous la connaissez peut-être depuis un petit moment, sinon c'est également l'illustratrice qui a dessiné la couverture du prochain roman de Karen Ponte. Donc je pense aussi qu'elle va être qu'elle va gagner un petit peu en visibilité sur les réseaux et j'espère que du coup ça se répercutera au niveau de la visibilité de son travail. Donc elle m'a proposé, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais collaboré avec elle sur son calendrier de l'Avent de Noël, enfin calendrier de l'Avent de fin d'année, où j'avais créé avec elle en fait une carte des recommandations en fait de lecture sur des thématiques différentes. Et donc là elle m'avait proposé de recevoir donc ce coffret collection héroïne.
Déjà, regardez juste le coffret, j'ai envie de vous dire, il est super joli. Je l'ouvre avec vous et je vous montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous mettrai en barre d'infos son site. Donc je l'ai déjà ouvert pour le montrer sur Instagram. Donc c'est plus aussi bien emballé que ce que c'était, mais c'était super bien emballé. Hop, donc il y avait des petits bonbons et ça clairement pour les petits moments de lecture, on dit oui. Et à l'intérieur de la box, hop là, alors il y avait un petit mot qui permet de comprendre un petit peu la collection. Donc Esmeralda, Antigone, Élisabeth, 3 prénoms, 3 héroïnes littéraires, 3 époques et styles d'écriture, mais un point commun, elles ne se résignent pas. Chacune avec son histoire résiste à une condition, à une injustice liée à sa condition de femme. Élisabeth Bernet, la seule dont le récit est écrit par une femme, la fabuleuse Jane Austen, Esmeralda, la belle de Victor Hugo et Antigone, racontée par Sophocle puis Anoul, ont inspiré cette collection fleurie, printanière et engagée. Voilà, donc tout est imprimé en France sur papier recyclé. Ça, je sais que ça lui tient vraiment à cœur. Et les bonbons viennent de chez Violette et Berlingot, qui est une confiserie gourmande de qualité installée à Lyon. Voilà un petit peu pour les infos de cette box. Je vous montre donc maintenant le contenu. Il y a un magnifique petit carnet de 32 pages. Il n'y a pas de ligne à l'intérieur, c'est un carnet blanc à l'intérieur. Super joli. Il y a des petits stickers. Voilà. Il y a 3 magnifiques marque-pages, donc Antigone, Élisabeth et Esmeralda. Ils sont vraiment très jolis. Alors il y a les noms à chaque fois des héroïnes en dessous et derrière. Voilà, il y a un petit visuel floral. Je sais pas lequel je préfère. En fait, ils inspirent tous quelque chose de différent. Et il y a également 3, je vais vous les montrer, 3 cartes avec 3 petites enveloppes blanches. Hop là. Qui reprennent en fait le visuel floral du derrière des marque-pages. Donc tout est à retrouver sur son site. Il y a à la fois la box, mais vous pouvez également trouver les marque-pages, le carnet ou les cartes de manière indépendante. Donc un grand merci Mathilde pour cet envoi. C'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup, tant sur le plan humain que sur le plan de son travail, enfin sur le plan artistique, vraiment. J'aime énormément ce qu'elle fait, donc n'hésitez pas à aller voir son site. Je vous montre également les réceptions livresques que j'ai faites. Alors j'ai reçu Le chant des rivières englouties de Anne Liang aux éditions Hauteville. Alors c'est marqué apparaître le 5 mars, mais je pense qu'en fait ça a été décalé au mois de mai puisqu'il n'est pas encore sorti et il me semble avoir vu l'info sur Instagram que c'était en mai. Alors, je vais vous lire le résumé et pour le coup, je suis un petit peu embêtée parce qu'en lisant le résumé, je sens que je ne suis pas le lectorat en fait ciblé. C'est un envoi que je n'ai pas demandé, c'est un envoi sauvage et du coup, je suis un petit peu embêtée parce que je n'ai pas l'impression d'être la cible de ce genre de roman, mais je vous lis le résumé. On raconte qu'à ma naissance, toutes les oies sauvages sont tombées du ciel et que les poissons se sont laissés couler sous les vagues. Même les fleurs de lotus dans nos jardins se sont mises à trembler et ont détourné la tête, tant elles étaient honteuses de constater que leur attrait diminuait en ma présence. J'ai toujours trouvé ces histoires ridiculement exagérées, mais elles prouvent toutes que ma beauté était une sorte de phénomène surnaturel qui surpassait même celle de la nature. Mais c'était aussi une malédiction. La beauté du Xishi est perçue comme une bénédiction par les villageois de Yu, convaincus que le meilleur destin pour une fille est de bien se marier. Lorsque Xishi attire l'attention du célèbre jeune conseiller militaire Fan Li, il lui offre une rare opportunité, utiliser son charme comme une arme pour renverser le royaume voisin rival de Wu. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de s'infiltrer dans le palais ennemi en tant qu'espionne, séduire leur roi et les affaiblir de l'intérieur. Entraînée par Fan Li à l'art de la dissimulation, elle sait que lui seul peut la percer à jour, l'attirance entre eux consumant chaque mensonge. Mais là-bas, il lui sera formellement interdit de dévoiler ses intentions au risque de tout perdre, son royaume, Fan Li, sa vie.
Inspirée par la légende de Xishi, l'une des célèbres quatre beautés de la Chine antique, le chant des rivières englouties est une fabuleuse épopée sur la féminité, la guerre, le sacrifice et l'amour éternel. Voilà. C'est vrai qu'en lisant le résumé, je ne suis pas tentée. Et en même temps, ça m'embêterait de ne pas le lire parce que ça reste un service de presse. Donc, à voir. Il faut que j'en parle avec la maison d'édition. Ensuite, j'ai reçu, pour le coup, à ma demande, Au train où va la vie de Cynthia Kafka. Vous savez que c'est une autrice que j'aime vraiment énormément, que je suis depuis ses débuts où elle était encore en auto-édition. Il y avait un petit billet de train à composter avant l'accès au train. Ça, c'est les petits trucs en plus envoyés par Charleston avec un petit marque-page. Elle m'avait laissé un petit mot aussi, c'était un envoi dédicacé, donc ça fait toujours énormément plaisir. J'allais dire, je voulais le résumer, mais en fait non, j'ai pas envie de vous lire le résumé parce que je vais le lire le mois prochain, enfin dans une semaine, parce que c'est le livre qu'on va proposer dans le cadre du Read Together avec Lauriane, donc Cocon littéraire. Donc j'ai pas envie de lire le résumé parce que j'ai envie d'y aller à l'aveugle, et en même temps je me dis qu'il faut que je fasse le petit texte pour lancer le Read Together, donc je vais me spoiler. Mais bon, c'est pas grave. Là pour l'instant, tout de suite, j'ai pas envie de connaître le résumé, j'ai vraiment envie de me lancer un petit peu dans l'histoire, voilà, juste pour découvrir un petit peu les premières pages. Ensuite, j'ai reçu, pareil, à ma demande. Oh, mais je viens de voir qu'il est dédicacé, j'avais pas vu. Les forêts savent reverdir et les terres aussi. Bonne lecture, Manon, Constance. Oh, c'est chouette. C'est chouette. Donc, j'ai demandé Reverdir de Constance Joly. Je vous lis le résumé, je vous explique pourquoi je l'ai demandé. Si on savait comment se terminer nos histoires d'amour, peut-être ne les vivron-on pas. Peut-être ne glisserions-nous pas dans le terrier du Wonderland, car le Wonderland, c'est bien connu, est peuplé de sourires sans chat. On s'y noie dans ses propres larmes et l'on risque de s'y faire couper la tête à la fin. À 50 ans, la narratrice voit sa mère disparaître dans l'Alzheimer, tandis que son mariage se défait. Et si, étrangement, mère et fille semblent chuter en même temps, il va pourtant s'agir pour elles de reverdir, chacune à leur façon. Commence alors une métamorphose parsemée de rencontres, de ralentissements cruels et d'accélérations joyeuses, offrant tout leur sel à cette aventure existentielle. Dans une langue puissante et charnelle, Constance Joly met en scène une femme qui réinvente peu à peu son rapport aux autres, à son propre désir, et reprend, avec lucidité et humour, le beau risque de vivre. Voilà, c'est un livre qui fait 230 pages, c'est assez aéré, donc je pense qu'il peut être lu assez rapidement. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Si vous regardez souvent mes vidéos, vous allez savoir. J'aime énormément ce qui touche à toutes les pathologies neurodégénératives, type par exemple maladie d'Alzheimer, puisque c'est une partie de mon métier. Et j'aime bien quand on l'aborde avec, je dirais, poésie dans les romans. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et là, c'était vraiment j'ai l'impression que c'était un roman à double vitesse entre une femme qui perd la mémoire et une femme qui perd son statut d'épouse. On va voir un petit peu, mais j'ai l'impression qu'on est à des moments un peu de vie charnière où on peut venir changer la dynamique, venir changer le rythme. Donc à voir un petit peu comment c'est écrit, mais j'avais lu de très bons retours aussi sur son précédent roman qui était Le matin est un tigre, qui date quand même de 2019. Donc si déjà à cette époque elle avait des bons retours, je me dis qu'en 6 ans sa plume a encore peut-être dû évoluer. Et donc voilà, pourquoi pas. Donc je vais le lire, je pense, au mois d'avril. C'est que j'aime bien finir mes vidéos en vous montrant un petit peu une pile à lire du mois d'avril. Là, je dirais qu'avec les romans que j'ai sous la main, j'en ai déjà une partie puisque voilà, je vais continuer La fille du bus, 88. Je vais lire le Cynthia Kafka et puis je pense que je vais lire aussi Reverdir de Constance Joly. Et puis après, on verra si j'ai encore du temps dans le mois. Si oui, peut-être sincèrement que je lirai Comment te croire de Petroni Rostagna.
Je me dis que j'ai vraiment à cœur de lire au fur et à mesure ce que j'achète. Donc j'ai plus envie que ça traîne dans ma palle. Enfin, j'ai trop longtemps acheté des romans pour finalement les laisser traîner. Puis je les retrouve au bout de 2 ou 3 ans et finalement ils ne me tentent plus vraiment. Donc là, je me dis que en plus c'est encore dans l'effervescence du salon, etc. Donc pourquoi pas lire ouais, le Pétronier Rostania en plus. En plus, ça me permettra de diversifier un peu les genres. Coucou Toufi. Vous la voyez pas très souvent, pourtant elle est très souvent sur moi pendant les vidéos. Mon petit chat. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère en tout cas que, comme d'habitude, le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimez vous aussi participer à des salons littéraires, si vous avez envie de me parler de vos dernières lectures, de vos derniers coups de cœur, s'il y a des livres dont je vous ai parlé que vous avez envie de lire ou même que vous avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo mais que vous n'osez pas trop mettre de commentaires, eh bien n'hésitez pas à me mettre un petit soleil, ça me fera vraiment plaisir puisque aujourd'hui c'est une journée lumineuse. J'ai eu quelques questions concernant, savoir si j'étais rémunérée ou autre, c'est vrai que j'y pense là pour mon contenu YouTube notamment. Je n'ai pas du tout monétisé ma chaîne. Alors, on peut le faire à partir de 1000 abonnés, mais clairement, je n'ai pas souhaité monétiser ma chaîne. Déjà, j'ai dû reconstruire une chaîne il y a un peu plus d'1 an. J'avais déjà une autre chaîne avant. J'ai pas voulu monétiser ma chaîne parce que j'ai pas envie que ça devienne un business, clairement. Même si on parle de peut-être dizaines ou centaines d'euros, j'en sais strictement rien. Mais en fait, quand on monétise notre chaîne, vous avez du coup plus de pubs, etc. Et en fait, j'ai vraiment envie que le visionnage de mes vidéos soit vraiment un moment à la cool pour vous et que vous ne soyez pas pollué en fait par les pubs, etc. Moi-même, je le suis quand je regarde les vidéos d'autres créatrices de contenu, ce que je comprends totalement, hein. Je ne suis pas du tout en train de remettre en question le choix des autres créatrices de contenu. Je comprends que certaines souhaitent être monétisées et c'est ok. Je dirais que toutes les copines que je regarde ont fait monétiser leur chaîne et c'est ok pour. Si c'est ok pour elles, alors c'est ok pour moi. Mais du coup, non, en fait, je n'ai pas souhaité monétiser ma chaîne et du coup, c'est vrai que le soutien qui me fait le plus plaisir, c'est pas d'avoir un petit porte-monnaie pour m'acheter des livres ou autre, enfin un petit porte-monnaie lié à la monétisation de la chaîne. C'est vraiment un petit commentaire, le fait que vous puissiez me dire que vous avez apprécié ma vidéo ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà l'association d'idées. Ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir un petit commentaire qui me dit que vous avez apprécié mon contenu, que vous l'avez regardé, et ça donne du sens autant que je passe à la création du contenu. Donc voilà, n'hésitez pas, un petit soleil ou me parler de vos dernières lectures, de vos derniers salons ou autre. Qu'importe le sujet, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, j'arrête de blablater. Je vous souhaite une jolie journée ou une jolie soirée en fonction du moment de visionnage. Et surtout, je vous souhaite de prendre plaisir à lire.